Donc, comme on a décidé dans le programme, on a divisé en fait les journées de façon un peu, enfin, on pense un peu logique. La première journée, on va essayer un petit peu de revoir tout ce qui a été fait dans le cadre du programme de SAIP et de discuter un petit peu entre nous de ce qui peut ressortir comme étant les éléments essentiels de ce cadre de dialogue dont on veut parler la deuxième journée. Donc on va commencer. SAIP, comme on l'a dit ce matin, comme les différents intervenants l'ont dit ce matin, SAIP travaille dans le G5 Sahel depuis 2018. Et on n'est pas venu au Sahel avec un travail à l'aveuglette. Il y avait une vision, il y a quelque chose qui a été fait et il y a des attentes de ce travail-là. Donc on a voulu, avec ma collègue, déjà commencer par vous présenter un petit peu la stratégie de SAIP au Sahel. Qu'est-ce que SAIP vient faire au Sahel? Comme on l'a dit ce matin, c'est modeste, mais toutes les choses comptent, même les petites choses. Donc on va parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait et de ce qu'on souhaiterait atteindre comme objectif dans le futur. Et c'est ce qu'on va appeler rapidement un petit dialogue entre moi et ma collègue ici, ce qu'on a appelé la stratégie de SAIP 2018 à 2024. 2018, c'est l'année où on a commencé avec la conférence de Ouagadougou. Et 2024, c'est la date actuelle à laquelle le programme qui est en train de se dérouler se termine. Ça ne veut pas dire qu'on va terminer en 2024, mais ça veut dire qu'au moins le travail qui va jusqu'à 2024 entre dans cette réflexion qui a été faite en 2018. Donc, on va faire une petite discussion autour de 4 points. Le premier point, c'est vous donner un peu l'historique. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec SAIP? La deuxième chose, c'est on va parler de l'approche de SAIP. SAIP a une manière de faire les choses un peu particulière. Ce n'est pas ce que font les autres partenaires. Ils ont une approche un peu différente. On va essayer d'expliquer ça. Après, on va parler de la vision holistique. Je pense que le directeur régional de SAIP en a parlé un petit peu lors de son discours. C'est important de comprendre l'approche, mais aussi la manière dont nous concevons le développement économique. Et le dernier point, ça sera les objectifs. Lorsqu'on a commencé en 2018, on avait une idée des résultats. On va parler toute la journée aujourd'hui de qu'est-ce qui a été atteint de ces résultats, mais c'est important qu'on rappelle quels sont les résultats qui étaient attendus. Alors, je vais commencer, avant de passer le micro à ma collègue, je vais commencer juste par l'historique, parce qu'on a déjà fait un peu d'historique. En 2018, il y a eu une conférence qui s'est passée à Ouagadougou. Il y avait 3 chefs d'État, le Mali, le Niger et le Burkina à l'époque. Et il était très important pour cette conférence de discuter de la relation entre l'insécurité au Sahel et l'investissement privé, le développement du secteur privé. Est-ce que, à ce stade, si vous vous rappelez, projetez-vous en 2018, la situation n'était pas comme aujourd'hui. En 2018, on se posait déjà la question, est-ce qu'on était en capacité d'attirer des investissements étrangers privés? Est-ce que le secteur privé des pays avait des difficultés à investir à cause de l'insécurité ou de l'augmentation de l'insécurité dans la zone? Et on a été mandaté à l'époque par les chefs d'État, SAIP, de faire une réflexion sur quel est le lien entre l'insécurité et le développement économique. Est-ce qu'il y a un lien clair que quand il y a plus d'insécurité, cette hypothèse qu'on a, est-ce qu'elle est fondée scientifiquement? Est-ce que quand il y a plus d'insécurité, il y a moins de développement du secteur privé, il y a moins d'emplois, il y a moins de services, il y a moins d'infrastructures? Ou est-ce que le lien n'est pas aussi clair que ça? Donc c'est ce premier travail qu'on a fait avec l'Institut Free Afrique de Ouagadougou, en lien avec 5 centres de recherche dans les pays du G5 Sahel. Le résultat de ce travail nous a amené à signer un protocole d'accord avec le G5 Sahel, qui était donc maintenant, au vu des résultats de cette analyse qui montre que le secteur privé est extrêmement important en termes de création d'emplois, en termes de valorisation de la richesse locale et en termes de lutte potentiellement contre l'expansion de l'insécurité à l'époque. Il était important de faire des réformes dans les pays, mais de faire des réformes à l'échelle du G5 Sahel. Donc le G5 Sahel a signé un protocole d'accord avec SAIP qui disait simplement qu'il est important d'opérationnaliser un dialogue entre les acteurs du secteur privé et le secteur public dans les pays et à l'échelle du G5 Sahel à travers l'institution du G5 Sahel.
le problème qui se pose toujours aujourd'hui, c'est quand on dit dialogue public-privé, qui est-ce qui représente le privé? Je vous demande de garder ça en tête parce que c'est extrêmement important. Qui représente le secteur privé? Aujourd'hui, on a des institutions qui représentent le secteur privé. Patronat, chambre de commerce, fédération des PME, etc., etc. Mais, on nous dit, les statistiques nous disent, il y a 80%, 70% selon certains, de secteurs informels et de micro-entrepreneuriat dans nos pays. Ça veut dire que si on fait un dialogue avec le privé et qu'on ne dialogue qu'avec ces institutions-là, nous dialoguons avec 20% du secteur privé. N'est-ce pas? D'ailleurs, beaucoup de patronats, de chambres de commerce et d'autres ont commencé des transformations pour coopter justement les autres organisations qui sont dans le secteur informel et autres. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, nous, on a été taskés de faire un peu ce travail de préparer le secteur privé au dialogue et donc de commencer à comprendre comment est-ce que le secteur privé peut être représenté. La deuxième chose qu'on a faite de l'historique, c'est que nous avons signé aussi des protocoles avec la plateforme des femmes du G5 Sahel et la coordination des conseils nationaux de jeunesse. Parce que c'est extrêmement important que ces entités qui sont déjà affiliées ou en relation avec le G5 Sahel, qui représentent des segments importants de la population entrepreneuriale, soient aussi membres du travail qui est en train d'être fait par le CIP. Et puis évidemment, on a commencé à bâtir ensemble une coalition de tous ces acteurs-là qui s'est réunie dans différents pays, plusieurs fois à Nouakchott, mais on s'est réunis aussi à Ouagadougou, on s'est réunis à Niamey récemment, on était au Tchad il y a quelques années. Donc, on a essayé un petit peu de faire de l'activité dans les différents pays pour que de plus en plus de personnes puissent participer et comprendre de quoi il s'agit. On a mis en place un site web avec des outils. On a commencé à produire de l'information qui est accessible au G5 Sahel et on a commencé à évoluer. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons atteint un niveau où on doit aller vers l'opérationnalisation de cette structure de dialogue public-privé parce que nous comprenons mieux le secteur privé et nous pensons que la coalition qui commence à bien se structurer est une coalition qui est représentative. Certainement, il manque encore le milieu rural, il manque encore un certain nombre de choses, mais elle est disposée à de plus en plus accueillir ces gens-là. Donc, ça, c'est un peu l'historique. Maintenant, j'aimerais bien donner le micro à ma collègue pour qu'on puisse vous faire comprendre en quoi ce que SAIP fait est différent de ce que font les autres. Quelle est la différence dans l'approche? Moi, je suis à Hannah Waters. Je suis responsable de le programme du SAIP au Sahel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, soyez les bienvenus. Et j'ai hâte de vous rencontrer pendant ces 2 journées. Donc, Haroun a indiqué quelque chose qui est très important, que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien mettre le point. Et ça, c'est la évolution de la programmation de SAIP. Et cette évolution, c'est vraiment au cœur de notre approche. Parce que chez SAIP, nous avons une approche qui est orientée vers la demande et axée sur les responsabilisations des partenaires locaux. Et pour nous, cela veut dire le secteur privé. Donc, en ce qui concerne la demande, la programmation de SAIP est adaptée aux besoins des acteurs locaux pour les accompagner à faire et non pas de faire à leur place. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et cela veut dire que ce n'est pas SAIP qui va venir et qui va intervenir dans l'identification des agendas, c'est vraiment le secteur privé. Pour nous, nous croyons que le secteur privé, c'est l'expertise et la passion, l'expérience, c'est avec le secteur privé. Et c'est le rôle d'une organisation comme SAIP de partager accès aux informations, aux ressources, le savoir-faire des autres pays. Donc, pour nous, ça c'est le rôle de SAIP. Mais il y a aussi cette partie de la responsabilité, la responsabilisation des partenaires.
pour nous, nous croyons que la région a les ressources internes pour changer de trajectoire. Et ce qui est important est de la coordination et la mise en réseau. Et quand je dis la coordination et la mise en réseau, c'est par rapport à la création des réseaux, le soutien des acteurs et aussi d'accompagner les processus qui sont souhaités par le secteur privé. Et dans ce contexte, quand je dis la coordination et la mise en réseau, c'est cette coordination qui va augmenter le volume dans le processus de plaidoyer. Donc c'est très important dans ce contexte. Mais ce n'est pas seulement de la coordination, c'est la coordination plus. Et je dis plus une recherche scientifique qui peut valoriser les recommandations et aussi plus une représentativité diverse du secteur privé. Donc ce n'est pas seulement une coordination, mais c'est la coordination plus, c'est trois choses. Et c'est avec cet ensemble qui va pousser et qui va animer un mécanisme de dialogue public-privé qui est vraiment durable pour faire le point sur ce qu'Aaron a dit. Mais maintenant, Aaron, je vais passer la parole à vous parce que peut-être vous pouvez parler un peu plus de la vision holistique et des enjeux. Oui. D'accord. Donc, on note ce que dit Anna. Deux choses vraiment importantes à garder en tête dans l'approche. Un, l'expertise, c'est le secteur privé qui a l'expertise. Nous, on ne vient pas avec l'idée que c'est nous qui savons ce qui se passe sur la réforme économique. Les gens qui vivent la situation sont plus experts dans la situation que les autres. Le rôle des autres devrait être d'accompagner, de faciliter et non pas d'imposer un agenda, de dire c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vous qui vivez la réalité qui le savez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je pense est important, c'est la crédibilité du porteur du message et la crédibilité du message. Ça veut dire qu'elle a dit, il y a deux choses qui sont importantes. Lorsqu'on va dialoguer avec le secteur public, on doit avoir des propositions qui sont crédibles. Donc la recherche scientifique est importante pour que quand on propose quelque chose aux États, que ce soit quelque chose qui ne vient pas simplement de ce qu'on nous on pense, mais ça a été étudié et ça vaut la peine. Donc c'est crédible. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, on est crédible. Comment on peut être crédible? On est crédible dans la représentativité. Je ne viens pas parler au nom du secteur privé, alors que je n'ai pas les femmes avec moi, je n'ai pas les jeunes avec moi, je n'ai pas le milieu rural avec moi. Donc, cette responsabilisation s'accompagne de la crédibilisation des acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la démarche de SAIP. Alors, pour parler de la vision holistique. La vision holistique, c'est que SAIP est fondamentalement convaincu que la situation économique ne peut pas être déconnectée de la situation sécuritaire, de la situation sociale, de la situation politique des pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on va résoudre ou qu'on va parler et proposer des réformes économiques sans prendre en compte les réalités sociopolitiques et les réalités sécuritaires des pays. Recopier ce qui se passe ailleurs dans des contextes qui ne sont pas les contextes de ce ailleurs ne marche pas. Donc ça, c'est très important. Donc pour nous, c'est pour ça que dans la salle, vous voyez Madame Aïssata, qui est présidente du réseau des femmes entrepreneurs, Monsieur Diagana, des jeunes entrepreneurs, Madame Lemat, présidente de l'UMAFEC, mais en même temps, vous voyez Monsieur Bakari, qui est responsable, qui est président de think tank Timbuktu Institute, le centre de recherche, qui travaille beaucoup sur des problématiques socio-anthropologiques, économiques. Pourquoi? Parce que sa recherche à lui est extrêmement importante pour comprendre le contexte social, le contexte politique dans lequel la réforme va pouvoir se faire. Donc nous, on pense que l'agenda que propose le secteur privé doit prendre en considération ça. Donc notre rôle en tant que partenaire, c'est d'essayer de faire en sorte que de plus en plus le secteur privé est conscient qu'il travaille dans un environnement où le business seul ne fonctionne pas. Il y a d'autres enjeux sur lesquels, si on veut faire du bon business,
Il faut prendre en considération ces éléments-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on crée des ponts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en communication, en réseau, les centres de recherche et les organisations patronales et le monde de la politique et le monde sécuritaire. Pourquoi? Parce que si tout le monde ne sait pas ce qui se passe, nous sommes en train de faire des choses tout en étant inconscients de ce qui se passe autour. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça que nous avons le partenariat avec le G5 Sahel qui a pour mandat, comme il a dit ce matin le secrétaire exécutif, il y a 2 pieds, la sécurité et le développement. On ne peut pas fonctionner avec l'un tout seul. Et le dernier point, c'est que on veut aussi commencer à pousser le secteur privé à penser aux problématiques structurelles de nos sociétés. Donc, j'utilise beaucoup l'exemple de la fiscalité, par exemple. On parle beaucoup de la fiscalité, mais il y a des conceptions socio-culturelles de c'est quoi la fiscalité. Les acteurs du secteur privé doivent être redevables de leur fiscalité. C'est vrai qu'il doit y avoir de la gouvernance par rapport à l'argent qu'on donne à l'État pour créer des infrastructures, mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui doit être fait de la part du secteur privé. Et ça, c'est des problématiques qui ne sont pas liées à l'économie. C'est des problématiques qui sont structurelles à la société. Vous savez, pour donner un exemple qui n'est pas le Sahel, parce que si je dis le Sahel ou des pays particuliers, les gens vont commencer à crier. Mais si on prend par exemple l'exemple de la Grèce, il a été étudié que la conception de la fiscalité chez les Grecs, à cause de la gouvernance des États, c'est que c'est de l'argent qui est perdu. Donc je préfère moi travailler dans ma communauté et faire un hôpital ou faire quelque chose que de payer ma fiscalité. Donc la notion de civisme, la notion d'appartenance à l'État est absente et les gens justifient que c'est bien de ne pas payer les impôts. Parce que c'est être civique de travailler dans sa communauté. Mais de donner de l'argent à quelqu'un qui va la délapider, ce n'est pas civique. Donc ça a créé chez les Grecs une notion depuis des années où il y a l'une des plus grandes évasions fiscales en Europe au niveau de la Grèce parce que les gens simplement ne croient pas à ça. Donc nous, au Sahel, lorsqu'on parle de fiscalité, lorsqu'on parle d'autre chose, le secteur privé doit jouer son rôle. Et il doit comprendre quelles sont les problématiques qui font qu'il n'est pas en mesure de faire ça. Est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus profondes? Cette notion du colon, cette notion, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'appesantir lorsqu'on parle de réforme. Donc, c'est pour dire que la réforme qu'on doit, ou les propositions qu'on doit faire, doivent être conscientes des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux sociaux, et ne doivent pas éviter les problèmes de fond qui peuvent se poser pour nous, et pour lesquels souvent le secteur privé n'est pas outillé, mais les centres de recherche ont de la recherche socio-anthropologique qui existe et qui peut nous être utile pour cela. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé, mais il est important quand même avant qu'on termine, qu'on vous dise, lorsqu'on a commencé en 2018, on avait un objectif. On avait des objectifs. Je pense que si tu peux rappeler ces objectifs-là, quels sont les 5 ou les 10 ou les 8 ou les 7? Bien sûr, merci Haroun. Donc, il y a 5 recommandations. Et voilà, ça c'est des recommandations qu'on propose pour améliorer le climat des affaires en fait. Pour nous, ça veut dire l'opérationnalisation d'un dispositif de dialogue public-privé au niveau de G5 Sahel, la crédibilisation des propositions de la réforme qui sont faites à travers la recherche scientifique, la participation inclusive et représentative du secteur privé, la professionnalisation et le renforcement des capacités des associations en ensemble qui représentent le secteur privé à l'ensemble du G5 Sahel. Et finalement, la mobilisation du secteur privé comme un partenaire au développement au niveau régional.